Salut Richard, Bonjour. bienvenue donc à Courrier. Alors dis-moi, peux-tu te présenter s'il te plaît succinctement et nous expliquer le pourquoi de ton engagement autogestionnaire et internationaliste? Alors bon, moi je suis d'abord syndicaliste, je commence toujours par ça, parce que j'ai été formé grâce au syndicalisme, formé politiquement y compris. Je me reconnais comme militant altermondialiste et militant autogestionnaire, mais également internationaliste. Alors mon intérêt pour l'autogestion, ça m'est venu très très rapidement dès que j'ai commencé à militer ou m'intéresser à la chose publique. Et parce qu'il me semblait que c'était la manière de s'organiser la plus adaptée, qui prenne en compte la vie des citoyens, la vie des travailleurs dans les entreprises. Et c'est donc la forme d'organisation qui correspond le plus à ma conception de la démocratie. Sur la question internationaliste, moi je me suis engagé dans la solidarité internationale à l'occasion de la révolution sandiniste au Nicaragua, où j'ai eu l'occasion de séjourner dans le cadre des brigades internationales de solidarité, et ça a développé chez moi ce caractère internationaliste et de solidarité, et aussi mon goût pour l'Amérique latine que j'ai découvert à cette occasion. D'accord. L'année dernière, en fait, tu étais déjà invité par le collectif Marina Leda 81, donc je vois qu'il y a déjà des liens entre toi et ce collectif. Quel lien tu vois entre l'autogestion, qui était un petit peu le thème que tu avais abordé l'année dernière, l'autogestion en Amérique afro-latino-indienne, et la démocratie directe? Alors, l'an dernier, effectivement, dans l'atelier, j'avais fait un peu une typologie d'expérience autogestionnaire en déclinant au niveau de la démocratie sociale, démocratie économique, démocratie politique. Alors, effectivement, sur ce continent, il y a différents types d'expériences, pas toutes de démocratie directe, clairement. Et là, je fais le distinguo entre effectivement ce qu'on peut qualifier d'anti-pouvoir, telles que les expériences au Chiapas, le conseil de Caracoles, qui sont effectivement qui développent l'autonomie. Il y a des mouvements qui sont plus dans le contre-pouvoir, mais qui développent aussi des pratiques militantes autogestionnaires, qui sont strictement dans le contre-pouvoir. Et puis, il y a l'exercice aussi du pouvoir populaire, qui accompagne des processus de changement. Peut-être on peut parler de pouvoir populaire, par exemple, d'une certaine manière, au Venezuela ou en Bolivie, de manière plus marginale. Depuis l'élection du nouveau président de l'Uruguay, penses-tu qu'il y a des changements? Si je ne me trompe pas, c'est bien le président de l'Uruguay qui est très proche du peuple, qu'on appelle Pepe, qui a fait quelques années de prison, je ne me trompe pas. Pepe Mujica. Oui, c'est l'Uruguay. Oui, c'est en Uruguay. Bon, il a été élu il y a déjà quelques années. Bon, c'est un ancien Tupamaros, un guerrillero qui a été incarcéré. Bon, il a été élu à la tête du Frente Amplio, c'est le front large, qui est une coalition par définition assez large, qui inclut différentes formations de la gauche. Le Frente Amplio était déjà au pouvoir, son prédécesseur était déjà issu de cette coalition et qui avait développé une politique extrêmement réformiste. Et Pepe Mujica poursuit globalement cette politique. Il n'y a pas de rupture avec la logique néolibérale. Ils discutent notamment avec les États-Unis de traités de libre-échange. Et donc ce que je pourrais rajouter par rapport à l'Uruguay, moi j'ai écrit un article qui a été publié en début d'année sur les organisations, les fédérations de locataires, les fédérations d'habitants qui luttent pour le logement, et ces fédérations qui développent justement des pratiques autogestionnaires depuis 40 ans, c'est un mouvement quand même de masse, se confrontent quand même au pouvoir d'État
et au pouvoir des municipalités qui sont parfois détenues par le Frente Amplio. Il y a vraiment, donc c'est un affrontement assez fort. D'accord. Donc en fait, c'est une façon de communiquer en montrant que c'est le président des pauvres qui touche très peu d'argent et qui a une voiture très modeste et un train de vie très modeste. Et la réalité du pouvoir, où en fait, c'est un pouvoir hyper pyramidal et il n'y a pas de changement de ce côté-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de rupture avec la logique capitaliste, il n'y a pas de rupture avec la logique productiviste. Il faut savoir que l'Uruguay a accepté des investissements étrangers, notamment des entreprises de papeterie, ce qui a été l'objet d'un conflit avec l'Argentine, parce que c'est au bord du Rio La Plata, et donc avec cette industrie est extrêmement polluante, et donc effectivement on va dire que, et par ailleurs, donc en Uruguay, le mouvement syndical accompagne largement la politique du gouvernement et ne s'affronte pas directement, contrairement à certains mouvements sociaux comme je le citais précédemment. J'ai compris que dans ton atelier, tu parlais des formes de démocratie, comme la démocratie participative, la démocratie directe. N'as-tu pas peur que le système récupère les termes, comme ça a été le cas par exemple avec Ségolène Royal, qui s'est fait la chantre de la démocratie participative, et en fait qui n'était qu'une petite parodie de démocratie? Ouais. Alors, moi déjà, je ne parle pas de démocratie participative, je parle de démocratie active, qui pour moi donc, est une forme d'articulation entre la démocratie représentative, délégative, et la démocratie directe. Donc je pense que ça peut être une forme transitoire. Personnellement, moi je me positionne pour une démocratie directe très large. Sachant que, effectivement, alors mon propos paraîtra peut-être réformiste, mais je pense qu'il y a une phase transitoire, et dans la phase transitoire, on peut parler de démocratie active, c'est-à-dire donc faire en sorte déjà que les citoyens puissent décider des choses qui les concernent directement dans la vie de la cité. Et donc, ce que j'ai dit, c'est que le régime représentatif est complètement discrédité. Je crois que ça, c'est pas la peine de développer. Il est aux mains de l'oligarchie. Enfin, le pouvoir est aux mains de l'oligarchie. Il y a des contre-pouvoirs qui sont affaiblis au niveau national. Et donc il faut, et par ailleurs, donc tous les mouvements, ce que j'ai signalé tout à l'heure, c'est que depuis 2010, tous les mouvements de contestation citoyenne qui ont fleuri à travers le monde ont contesté justement cette forme, la représentation, de manière très très prégnante. C'est vraiment la caractéristique commune qu'on retrouve dans tous ces mouvements. Et donc il faut sortir du régime strictement de démocratie représentative, et donc en instaurant des formes de démocratie directe. J'ai parlé cet après-midi du budget participatif. Je pense que c'est un outil intéressant d'un point de vue pédagogique. C'est-à-dire, si on veut s'adresser à la masse, il y a effectivement des gens qui sont sensibilisés aux règles de fonctionnement d'une démocratie directe, mais il y a une forme de pédagogie à développer, et je pense que déjà si on demande aux citoyens de se prononcer donc sur le budget, sur tout l'investissement sur les territoires, que ce soit dans les communes, les communautés de communes, c'est déjà une avancée. Encore une fois, ce n'est pas la révolution, mais c'est une étape importante, et moi j'insiste beaucoup sur l'aspect pédagogique. Alors pour bien comprendre, est-ce que tu es comme les libertaires anarchistes opposés à la phase électorale pour mettre en place ce système, ou est-ce que tu penses qu'il est indispensable, voire impératif, de passer par le système électoral, présenter ce système-là? Alors, moi, je ne conteste pas le système d'élection. Ce que je pense, c'est qu'il faut donc la possibilité de révoquer des élus. Il faut s'opposer donc au cumul des mandats. Par contre, effectivement, contrairement à certains, je ne pense pas qu'on changera le monde uniquement par les urnes.
C'est-à-dire que moi j'ai signalé, je suis syndicaliste, je m'inscris encore dans une tradition de syndicaliste révolutionnaire. Je pense que je crois encore au pouvoir de la rue, je crois encore donc à la grève générale. Je suis syndicaliste à Solidaire, c'est ce qu'on essaie d'avancer dans les mouvements sociaux. Pour autant, effectivement, on peut dire qu'on n'est pas forcément nécessairement, on n'est pas vraiment dans une phase de pré-révolutionnaire. Alors, j'ai lu un ouvrage collectif sur l'autogestion d'hier à aujourd'hui, du collectif Lucien Collange, dans lequel tu participes, tu as écrit des articles. Et donc, c'est sur l'autogestion, essentiellement au niveau de l'entreprise, pas seulement, mais essentiellement au niveau de l'entreprise économique. Quel est le rapport et la façon dont tu le vois dans l'autogestion au niveau communal? Comment est-ce qu'on pourrait mettre en place, quelles sont les expériences intéressantes de l'autogestion communale? L'expérience de l'autogestion communale. Déjà, donc, moi je ne connais pas bien le principe là, du municipalisme libertaire. Bon, même si je connais un peu ce qui a pu se faire en Espagne, en Catalogne, entre 36 et 39, ça m'intéresse. Ce qu'on pourrait faire déjà, c'est que de toute façon, c'est que faire en sorte que la population participe clairement donc, à la gestion de la cité, à tous les niveaux, y compris par exemple par rapport aux services publics. C'est déjà garantir à chacun le droit à l'éducation, à la santé, faire en sorte que tous les services soient garantis. Il faut poser aussi la question de la gratuité, le développement des transports collectifs. Que ce soit donc des gestions soit sous forme de régie municipale mais avec une participation des citoyens, c'est pas simplement les élus, ou des formes coopératives. Il y a plein de choses à développer, y compris donc aussi par rapport sur la question énergétique, se poser la question si on peut produire de l'énergie localement. Cet après-midi, dans un atelier, tu nous as parlé de l'importance des contre-pouvoirs. Mais si on est dans un contre-pouvoir, ça veut dire qu'on laisse le pouvoir à une certaine caste de personnes qui a envie de ce pouvoir. Et est-ce que c'est pas une défaite de rester dans le contre-pouvoir? Est-ce que c'est pas admettre une faiblesse par rapport à celles et ceux qui ont envie du pouvoir et qui ont envie de l'exercer? Je dirais que dans tout système démocratique, il faut des contre-pouvoirs, quel que soit le type de démocratie. Je pense qu'y compris s'il y avait une démocratie directe, radicale, libertaire, il faudrait des contre-pouvoirs. Donc je te rejoins pas tout à fait par rapport au fait que ce soit une défaite. Bon, après, les contre-pouvoirs, il y a par exemple le mouvement syndical, on peut considérer que c'est un contre-pouvoir par rapport à... c'est lutter pour arracher des revendications. Ce qu'on a pu constater au niveau de l'atelier, c'est que il y avait un certain nombre de contre-pouvoirs qui avaient été affaiblis. Par exemple, on a parlé du secteur associatif où depuis 30 ans, alors qu'il y avait un secteur associatif extrêmement combatif dans les années 60-70, il y a eu une cooptation à partir de 81, avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, où on a commencé à subventionner donc, les associations en finançant des postes de permanents et tout ça. Et du coup, ces associations qui étaient de contre-pouvoir ont été extrêmement affaiblies. Elles sont plus aujourd'hui dans des situations d'accompagnement, de mise en œuvre de politiques publiques.